Bonjour à tous, donc nous allons parler de la célébration des solstices d'été et d'hiver en franc-maçonnerie. Mais avant de rentrer sur la question maçonnique, nous devons faire un petit tour d'horizon de ce qui se passait dans l'ancien temps, de trouver les racines antiques du culte du soleil. Alors ces racines, elles ont toujours existé, puisque l'homme est très sensible au cycle solaire pratiquement sur tous les continents. Pour ce qui nous concerne, on va parler des Celtes, par exemple, qui ont un culte lié à l'Ita et les peuples nordiques aussi. Il s'agit de redonner de la force, par exemple, vers le 21 juin, au soleil qui arrive à son apogée. Il va commencer à décliner, les journées vont raccourcir après le 21 juin. Donc on fait des fêtes toutes particulières pour redonner cette force au soleil. Les peuples slaves travaillent sur Kupala, qui est un saint Jean-Baptiste, c'est un saint Jean le baigneur en quelque sorte. Là, c'est plutôt marqué par le feu purificateur, mais la fertilité de l'eau est aussi très associée. Les deux sont associés. Les Romains utilisaient les Vestali, alors c'était un feu purificateur. Les Incas, c'est Inti Raymi, qui lui aussi met en avant le dieu soleil, clairement. Alors on sait que les chrétiens vont récupérer tout ça, et aujourd'hui on peut dire que si on fait le tour du monde des traditions, la Scandinavie reste sur le grand triomphe de la nature avec le Midsommar, où l'accent est mis sur la renaissance de la nature plutôt que sur le feu, alors que l'Europe du Sud est plus orientée vers les feux de la Saint-Jean, c'est-à-dire le feu purificateur en quelque sorte, tant en France que dans les Pyrénées, en Espagne. Voilà, donc c'est une notion qui est assez répandue. En Europe de l'Est, on retrouve cette fusion entre les fêtes païennes et les fêtes chrétiennes avec Invan Kumpala, dont je parlais tout à l'heure, le Saint Jean le Baigneur. Les Amériques avec le Québec, ils utilisent cette Saint Jean-Baptiste du 21 juin pour en faire la fête nationale, enfin plus précisément le 24 juin. Et au Brésil, on a aussi les Portugais qui ont importé la fête du mois de juin, avec une précision, c'est que c'est comme une fête des fous, un grand charivari où il y a une inversion des valeurs, c'est-à-dire que comme ça se passait au Moyen-Âge, au Royaume de France, nous avons l'évêque qui se retrouve sur un âne, et puis un homme du peuple devient évêque lui-même. On inverse complètement les valeurs. Alors, la récupération chrétienne, elle s'attache tout particulièrement au culte solaire qui existait déjà, le Sol Invictus des légionnaires romains, par exemple, et les Saturnales. Alors, les Saturnales, c'était le 17-23 décembre, qui est une période de liesse, avec cette inversion de l'ordre social. Les maîtres devenaient un peu esclaves et les esclaves devenaient maîtres en quelque sorte, et on banquetait beaucoup, c'était un bon prétexte. C'était une manière de libérer la parole et de faire en sorte que les non-dits puissent être exprimés sans sanction particulière. Le Sol Invictus, le soleil invaincu, institué au IIIe siècle par l'empereur Aurélien pour unifier l'Empire, ce culte célébrait le jour de la naissance du soleil qui décidément était invaincu, et c'était le 25 décembre, date à laquelle on percevait enfin que les jours recommençaient à s'allonger. Alors on verra que l'Église va récupérer tout ça. Alors comment va-t-on récupérer tout ça ? Alors, on va essayer de considérer que le Christ va se substituer à la course du soleil, puisqu'il va s'associer à la course du soleil. On va le faire naître le 25 décembre déjà, pour commencer, pour annoncer la remontée de la durée des jours et la victoire de la lumière sur les ténèbres. Alors,
On va aussi récupérer les 2 solstices qui existent à travers qu'on peut constater partout dans le monde, c'est-à-dire la course du soleil sur l'horizon est plus importante en été qu'elle ne l'est en hiver. On peut mettre des bornes, partir d'un point donné et constater que d'une année sur l'autre, c'est une constante. Le soleil s'arrête à tel endroit et remonte ou redescend dans sa course. Alors on va on va considérer qu'on a 2 portes. On a une porte des dieux et une porte des hommes. La porte des dieux va être le solstice d'hiver puisque la lumière croît. Donc autrement dit, l'âme va s'élever et donc ça va être un baptême par le feu puisque le feu élève, bien sûr, avec Saint Jean l'évangéliste, bien sûr, et la lecture exotérique des évangiles. La porte des hommes, par contre, c'est le contraire. Ça va être le solstice d'été, puisque la lumière va décroître désormais. La matière va dominer un peu comme l'équerre va dominer le compas. Ça va être le baptême par l'eau, qui est plus lourde que le feu, bien sûr, avec le baptiste et sa lecture qu'on va qualifier d'exotérique des évangiles. Donc il y a un remplacement linguistique et symbolique fabuleux qui est fait par l'Église par rapport au dieu Janus, qui était les dieux des portes ouvertes, portes fermées. C'était un dieu bifront en quelque sorte, qui d'une même porte ouverte ou fermée pouvait indiquer le passé ou l'avenir. Le solstice d'été s'impose aussi relativement aux Vestales dont on avait parlé tout à l'heure, les Vestalies de mi-juin qui étaient associées aux Saturnales. Les Vestales, c'était les déesses du foyer en quelque sorte. Elles avaient un feu purificateur, un feu sacré. Et elles étaient installées, on faisait des feux au carrefour des villes pour les célébrer, etc. L'Église a conservé ce feu purificateur des Vestales, mais on a changé la destination. Les feux de la Saint-Jean ne devaient plus honorer les divinités agricoles, parce que c'était une notion un peu secondaire, ou le soleil physique, on met ça de côté, mais symboliser la lumière de la foi. Et là, on n'est pas sur le même créneau. Célébrer le prophète qui a annoncé l'arrivée de la lumière, la vraie lumière en fait, qui s'appelle le Christ. Voilà. Donc on peut dire que la doxa liée à l'interprétation des évangiles a réussi à imposer dans un milieu païen des notions tout à fait nouvelles, chrétiennes, et qu'il y a eu un basculement qui s'est fait des anciennes traditions, et ça fonctionne bien dans l'esprit des populations qui conservent leurs habitudes, qui simplement, au fil des générations, changent le sens, mais l'essence même reste identique. Et c'est une phrase très importante de Saint Jean-Baptiste qui va être utilisée pour faire cette bascule entre le monde païen dans le cycle de la lumière et le monde chrétien. Saint Jean-Baptiste, associé au solstice d'été, déclare à propos de Jésus, associé au solstice d'hiver dans la Bible, 2 points, il faut qu'il croisse, donc Jésus, et que je diminue, c'est Jean 3, 30. Donc l'alignement des cycles naturels est parfait, concordance des temps, analogie parfaite, nous sommes dans quelque chose qui reprend les habitudes antiques, voire même préhistoriques, puisque je vous rappelle que Stonehenge, la Saint-Jean d'été, il y a un monde fou qui continue à se réunir pour avoir l'alignement parfait par rapport au solstice d'été. Et dans tout ça, la récupération maçonnique, qu'en est-il? Eh bien, la loge héberge 4 cycles. Le cycle stellaire avec la voûte étoilée, le cycle solaire avec les colonnes solsticiales et le soleil, le cycle lunaire avec la loge matricielle et la lune, et le cycle de vie avec les grenades posées comme des fruits, avec la double qualité du fruit qui est germinant, c'est-à-dire tout son potentiel de germination, la grenade explose et toutes les graines vont dans tout, rayonnent très largement, et germiné, puisque tout fruit pend par sa racine qui elle-même est née d'une graine. Voilà. Donc, au demeurant, on va positionner ces grenades au sommet
des colonnes dites solsticiales qui sont aussi des arbres, ni plus ni moins. Alors nous avons les colonnes J et les colonnes B dans la plupart des rites maçonniques. Alors, comment on peut qualifier ces deux colonnes? On ne va pas rentrer sur la définition de Jacquin et de Boaz parce que c'est un autre sujet, mais on dit que ces deux colonnes se situent à l'Occident. Voilà, donc ça c'est un élément important. Et on regarde le coucher du soleil pour déterminer la porte d'entrée de la loge, alors que dans le temple de Salomon on faisait le contraire. On regardait le lever du soleil, mais nous ne sommes que des hommes, donc nous ne faisons que pratiquer une démarche peut-être plus édulcorée de l'ancienne tradition. Dans l'espace symbolique de la loge, ces deux colonnes agissent exactement comme le dieu romain Janus dont nous avons parlé. Elles marquent les portes cosmiques de l'année. Une porte solsticiale d'hiver où la lumière née commence à croître, placée sous le patronage de l'évangéliste le 27 décembre, et l'autre solsticiale d'été où la lumière atteint son apogée puis commence à décroître, placée sous le patronage du Baptiste le 24 juin, 21-24 juin. Franchir ces deux colonnes pour entrer en horloge, c'est symboliquement passer entre les deux solstices, quittant le temps profane, soumis aux saisons, pour entrer dans un espace sacré hors du temps. En fait, cet espace sacré, c'est un non-temps et un non-lieu en même temps. Ça, c'est une notion qu'il faut conserver à l'idée, puisque sinon on ne va pas comprendre toute la démarche maçonnique qui est de définir les choses et de les ressentir en essence plutôt que dans un simple sens ordinaire. Donc on sait que l'apprenti et le compagnon voyagent entre deux limites. Cette limite de ces deux portes solsticiales qui constitue pour l'apprenti la colonne du septentrion ou du nord et pour le compagnon la colonne du midi. Alors, quelle colonne solsticiale doit-on attribuer à chacun des deux? Alors, certains rites attribuent la colonne immédiatement axée sur le nord pour l'apprenti. D'autres fonctionnent en croisement ou en oblique. C'est pour l'apprenti la colonne qui se situe face à lui en oblique. Pour deux raisons. La première, c'est que c'est la course du soleil la plus courte. Et raison pour laquelle cette colonne va lui être affectée, il va recevoir son salaire à la colonne où le soleil a une course la plus courte sur l'horizon, alors que le compagnon étant au midi, qui peut supporter une lumière plus forte, plus intense, plus durable dans la journée, peut travailler plus, lui va percevoir son salaire à la colonne qui est dans son oblique à sa gauche, en quelque sorte. Et ça sera la colonne solsticiale qui a la course du soleil la plus longue et non pas la plus courte. Voilà. Alors, l'idée générale, c'est que l'apprenti qui vient d'être initié, rattaché à sa colonne d'entrée, ça sera bien sûr toujours au septentrion, ça c'est vrai dans tous les rites. C'est la zone la moins éclairée, c'est facile à comprendre. Il est dans la phase hivernale de son parcours. Ça veut dire quoi? Il sort de terre, il est un peu comme la graine qui vient de germer. L'épreuve de la terre, c'est pas rien. C'est quand même là pour nous rappeler que la grenade est un fruit germiné et potentiellement en germination. Il ne faut jamais oublier ce cycle de la vie. Alors il ne parle pas, il travaille dans le silence, et ce silence permet d'intérioriser. C'est tout le travail de vitriol, c'est le travail du fil à plomb. C'est un travail intérieur qui correspond à cette graine enfouie dans la terre en hiver sous le patronage de l'évangéliste. Et c'est une lumière spirituelle en fait, puisque intérieure, qui va naître en lui. Le compagnon, lui, il exprime l'été, le sud, il est au midi. Il est rattaché à l'autre colonne et s'assoit au midi. Ce lieu, c'est le lieu de la pleine lumière, on l'a vu sur la course du soleil.
C'est l'apogée solaire, il travaille sur la pierre cubique et non pas sur la pierre brute, il a droit à la parole, il tourne son regard vers l'extérieur pour étudier le monde et la géométrie. C'est l'été de l'initié, la phase active sous le patronage du Baptiste, la lumière manifestée. Voilà. Les colonnes J et B s'ancrent donc dans le parcours. L'initié voyage de la rigueur de l'hiver vers la ferveur de l'été, en quelque sorte, si on peut dire. Dans l'ancien symbole maçonnique, on retiendra qu'on a synthétisé cette course du soleil entre les deux colonnes solsticiales par deux droites et un cercle au milieu. Deux droites, un cercle au milieu. Les deux droites sont les deux colonnes solsticiales. Le cercle, c'est la circumambulation à l'intérieur de la loge, qui se tient entre les colonnes en réalité, entre la colonne du midi et la colonne du septentrion. Et le centre de ce cercle, c'est l'apprenti ou le compagnon, c'est-à-dire l'individu dans cet ensemble qui se tient entre deux colonnes qui s'appelle la loge. Le cercle avec un point au milieu, c'est aussi le symbole qui est lié à l'or alchimique bien sûr, mais c'est aussi le symbole du soleil en astrologie. Voilà, pour donner un peu une idée de ce qui se passe. Alors, le point central, on retient, c'est le maçon, individu. Le cercle, c'est les limites de ses devoirs ou de ses passions, hein, donc savoir se maîtriser et faire son devoir. Les deux lignes verticales parallèles qui encadrent le cercle, c'est des lignes qui sont les colonnes J et B et les deux Saint-Jean en même temps. Donc pour résumer un peu la situation, si d'un point de vue astronomique, on a récupéré le cycle solaire et stellaire en même temps, en l'associant au cycle de vie avec les éléments, l'eau et le feu par exemple, et qu'on en a fait aussi un parcours alchimique, astrologique, tout est présent là dans cette formulation. Et le champ des possibles est immense au niveau symbolique. Les interprétations peuvent être très terre-à-terre, je dirais littérales ou purement scientifiques, mais très vite elles deviennent allégoriques, elles deviennent symboliques, elles deviennent anagogiques, c'est-à-dire attachées à une perception d'une foi éventuelle en un grand architecte de l'univers, un dieu, quel que soit son nom. Voilà, il était important de faire ces petits rappels, aussi bien pour la Saint-Jean d'été que pour la Saint-Jean d'hiver, et se dire que tout ça est bien présent dans la loge maçonnique. Nous avons récupéré toute l'ancienne tradition païenne, avec le cycle de vie de l'Europe du Nord, par exemple, mais aussi purificatrice et méditerranéenne, avec ce fameux feu purificateur. Voilà. Donc en loge, vous avez les deux Saint-Jean, ils ont une explication. On reviendra plus tard sur les significations de Jacquin et de Boaz en temps utile.